Personne que tu étais il y a une seconde a déjà disparu. Elle ne reviendra pas. Elle n'existe plus nulle part. Et celle qui lit cette phrase, maintenant, est en train de disparaître à son tour. Ce n'est pas une image, c'est un fait. Une réalité que la plupart des gens ne verront jamais de toute leur vie. Ceux qui comprennent ce mécanisme arrêtent d'avoir peur de quelque chose qui, en réalité, se produit déjà à chaque instant. Dans les minutes qui viennent, je vais te montrer 3 choses dans l'ordre. 1. Comment fonctionne réellement ce que tu appelles « moi ». 2. Pourquoi c'est exactement ce mécanisme qui fabrique ta peur la plus profonde. 3. Comment t'en libérer par une observation que tu pourras tester ce soir dans ta propre tête. Pas de philosophie, un système précis. Et à la fin, tu ne regarderas plus jamais ta propre disparition de la même manière. Commençons par une réalité simple. Ce que tu appelles « moi », ce n'est pas une chose, c'est un processus. La plupart des gens croient qu'il existe, quelque part à l'intérieur, un noyau solide, un observateur permanent, un toi qui était là quand tu avais 6 ans, qui est là maintenant et qui sera là demain, toujours le même. Cherche-le. Cherche en cet instant précis celui qui regarde, pas le contenu de tes pensées, celui qui les observe. Tu ne le trouveras pas. Tu trouveras des sensations, des images, des sons, des pensées qui apparaissent et qui s'éteignent. Mais derrière tout ça, il n'y a personne d'assis. Il n'y a que l'acte de connaître lui-même. Et c'est précisément cet acte que le Bouddha appelait la conscience. Pas un contenant, pas un espace, pas une âme, une activité. Quelque chose qui se produit uniquement quand les conditions sont réunies. Retiens cette idée parce que dans un instant, elle va expliquer ta peur la plus profonde. Voici comment ça marche, concrètement. La conscience, c'est comme le faisceau d'une lampe torche. Le faisceau n'existe que lorsqu'il éclaire un objet. S'il n'y a rien à éclairer, il n'y a pas de faisceau. Il ne se cache pas dans la lampe en attendant. Il apparaît quand les conditions se rencontrent et il disparaît quand elles se séparent. Ta conscience fonctionne exactement pareil. En ce moment, ta conscience visuelle existe parce que 3 conditions sont présentes. Un œil qui fonctionne, des mots sur un écran et de l'attention dirigée vers eux. Enlève une seule de ces conditions et cette conscience-là cesse instantanément. Ferme les yeux. La conscience visuelle s'éteint. Elle ne part pas en voyage. Elle ne se range pas dans un tiroir. Elle s'arrête. Point. Le Bouddha décrivait 6 portes par lesquelles ce processus apparaît. L'œil et les formes, l'oreille et les sons, le nez et les odeurs, la langue et les goûts, le corps et le contact, et l'esprit avec les pensées. Chaque type de conscience naît de ses propres conditions et meurt quand elles se défont. Ça veut dire une chose décisive. La conscience est toujours à propos de quelque chose. Elle ne tient jamais debout toute seule. Et si elle ne tient jamais debout toute seule, alors elle ne peut pas être ce noyau fixe que tu cherchais. Prends le feu. Le feu n'est stocké nulle part, ni dans le bois, ni dans l'air, ni dans la chaleur. Le feu, c'est ce qui se produit quand certaines conditions se rencontrent. Et quand ces conditions se séparent, le feu ne part pas ailleurs. Il ne se réfugie pas dans une réserve. Il s'arrête, tout simplement. Ta conscience, c'est exactement ça. Une relation, un événement. Pas une chose solide rangée quelque part en attendant de revenir. Dans le sommeil profond, les conditions nécessaires sont absentes et la conscience ordinaire n'apparaît pas. Elle ne se cache pas en toi. Elle naît à chaque fois que les conditions se rencontrent et elle s'éteint quand elles se défont. Ce qui n'a pas de noyau permanent, qui dépend entièrement de conditions, ne peut pas être un moi éternel. C'est mécaniquement impossible. Mais le plus troublant n'est pas là. Le plus troublant, c'est la vitesse. Et c'est elle qui crée l'illusion dans laquelle tu vis depuis ta naissance. Voici le problème. Au moment où la pensée « je suis conscient » apparaît, l'instant exact de conscience qui l'a produite est déjà mort. Ce que tu attrapes, ce n'est jamais le moment vivant. C'est seulement le souvenir d'un moment qui vient de passer. Et ces moments passent à une vitesse que ton esprit ne peut pas suivre. Dans le temps d'un claquement de doigts, des milliers de moments de conscience ont apparu et ont disparu. Chacun neuf, chacun différent. Tu ne les vois pas se succéder. Tu vois un flux lisse, continu, sans interruption. Tu te sens comme une seule personne qui traverse le temps. C'est faux. Et c'est exactement le même mécanisme qu'au cinéma. Sur l'écran, tu vois un mouvement fluide. En réalité, ce ne sont que des images fixes qui défilent si vite que les coupures disparaissent.
Le mouvement n'existe nulle part, il est fabriqué par la vitesse. Ta sensation d'être toujours le même, c'est ça, un montage. Une succession d'instants séparés qui flashent trop vite pour que tu vois les blancs entre eux. Le Bouddha utilisait une autre image, le fleuve. On dit le Gange, comme si c'était une chose. Mais à chaque seconde, de l'eau nouvelle entre et de l'eau ancienne s'en va. Aucune goutte ne reste. La forme paraît stable, le contenu n'est jamais le même deux fois. Toi, c'est pareil. La silhouette semble continue. Les moments réels de conscience, eux, changent sans arrêt, sans jamais se répéter. Alors, voilà la conclusion que presque personne n'ose regarder en face. La personne qui a commencé cette vidéo n'est plus là. Et celle qui l'écoute en ce moment va disparaître dans l'instant suivant. Il n'y a pas un toi unique et fixe qui voyage à travers le temps. Il n'y a que ce défilement. Et c'est là, exactement là, que naît la peur. Laisse-moi te raconter une scène. Tu vas la reconnaître. Il est 3 heures du matin, un homme est allongé dans le noir, parfaitement réveillé. Tout va bien dans sa vie. Et pourtant, une pensée vient de le saisir à la gorge. Un jour, je ne serai plus là. Tout ça va s'arrêter. Et moi, je vais disparaître. Son cœur s'accélère, il fixe le plafond, il essaye de repousser la pensée, elle revient. Il essaye de se raisonner, ça ne marche pas. Pendant 1 heure, il lutte contre quelque chose d'invisible. Cet homme, c'est tout le monde. C'est peut-être toi certaines nuits. Et voici ce que presque personne ne comprend sur cette scène. Cet homme ne souffre pas de l'impermanence, il souffre de sa lutte contre elle. La disparition, elle, a lieu à chaque seconde, en silence, sans douleur. Ce qui fait mal, c'est l'effort pour tenir un moi qui en réalité n'a jamais été solide. Pour le voir clairement, il faut comprendre d'où vient exactement cette lutte. Et là, on touche au cœur du sujet. La conscience, en tant que simple processus, n'est pas un problème. Voir, entendre, penser, tout ça est neutre, naturel. Le problème commence à un endroit très précis, au moment où on transforme ce processus en moi, au moment où on construit une identité par-dessus et où on s'y agrippe, comme à un sol solide. Les textes anciens sont d'une précision chirurgicale là-dessus. Ils ne disent pas « la conscience est souffrance », ils disent « la conscience saisie, agrippée comme un moi ». Voilà la souffrance. C'est une nuance, mais elle change tout. Parce que dès que tu décides « ce processus, c'est moi », tu te donnes une mission impossible. Tu dois rester celui qui est conscient. Tu dois maintenir cette conscience stable, claire, continue. Et tu n'y arrives pas. L'attention glisse, la clarté se trouble quand tu es fatigué, le moral baisse sans ta permission. Tu te retrouves responsable de quelque chose qui change plus vite que tu ne peux le tenir. C'est comme essayer d'attraper de la fumée à pleine main. La peur de disparaître, c'est ça. Ce n'est pas la peur d'un événement futur, c'est la tension permanente de devoir maintenir un moi, qui en réalité n'a jamais existé comme une chose. Tu passes ta vie à défendre un château construit sur un fleuve. Et la bonne nouvelle, c'est que cette peur repose sur une erreur qu'on peut voir directement. Je vais te montrer comment, dans un instant. Mais avant, il faut regarder ce que le Bouddha a vu quand il a observé la conscience de très près. 3 caractéristiques, toujours les mêmes, pour tout ce qui est conditionné. La première, l'impermanence. Chaque moment de conscience est neuf. Il ne change pas lentement, il est remplacé. Parmi tout ce qui te compose, la conscience est ce qui change le plus vite. Ton corps garde à peu près la même forme pendant des années. Ta conscience ne tient pas le temps d'un battement de cœur. Assieds-toi en silence et observe. Une pensée arrive de nulle part, reste un instant, s'évanouit. Même quand tu te dis « je suis l'inspiration », la connaissance de l'inspiration est déjà partie avant que l'expiration commence. Un moment ne se transforme pas suivant le suivant. L'un finit, l'autre commence. La deuxième, l'insatisfaction. Non pas parce que la vie est mauvaise, mais parce que tu essaies de t'appuyer sur quelque chose qui ne peut pas porter ton poids. Tu cherches un sol stable dans ce qui par nature ne fait que passer. Tu connais déjà cette sensation. Tu vis un moment parfait, un coucher de soleil, un éclat de rire, et au fond de toi, une petite voix dit déjà « pourvu que ça dure ».
Cette voie, c'est l'insatisfaction. Tu serres le poing sur de l'eau. Et la troisième, la plus radicale, le non-soi. Le test est simple. Si la conscience était vraiment toi, tu pourrais lui donner des ordres. Que ma conscience soit comme ceci et pas comme cela. Essaie. Ordonne à ton esprit d'être lumineux alors que tu es épuisé. Ordonne-lui d'être paisible alors que la douleur est là. Empêche les sons d'entrer. Empêche les pensées d'apparaître. Tu ne peux pas. Les pensées surgissent sans ta permission. Les sons entrent que tu le veuilles ou non. Repense à hier, à cette mauvaise humeur qui est tombée sur toi sans prévenir. Tu ne l'as pas choisie, tu ne l'as pas signée. Elle est venue, elle est repartie, comme la météo. Si tu en étais vraiment le maître, tu l'aurais annulée d'un claquement de doigts. Tu ne l'as pas fait, parce que tu ne le peux pas. Ce que tu ne peux pas contrôler ne peut pas être ton moi au sens où tu le crois. Et là, beaucoup objectent, mais j'expérimente la conscience, donc c'est forcément moi. Alors, cherche le propriétaire. Cherche celui qui possède l'expérience. Tu ne trouveras que d'autres moments de conscience. La conscience qui connaît la conscience. Aucun observateur fixe debout en dehors du flux, seulement le flux. Même la pensée « je suis celui qui est conscient » n'est qu'un petit événement de plus qui apparaît et qui passe. Maintenant, certains se disent peut-être que tout ça reste théorique, que la science, elle, finira bien par expliquer la conscience pour de bon. C'est exactement là qu'il faut s'arrêter une minute, parce que la science et le Bouddha ne cherchent pas du tout la même chose. La science pose une question. Qu'est-ce que la conscience? Elle décrit le cerveau avec une précision incroyable, mais elle bute toujours sur un mur. Pourquoi il y a une expérience, tout court? Pourquoi ça fait quelque chose de voir du rouge, de sentir une douleur? Les philosophes appellent ça le problème difficile. La méthode de la science, observer de l'extérieur. Scanner, mesure, expérience. La motivation, comprendre. Le Bouddha pose une autre question. Pas qu'est-ce que la conscience, mais quel rôle joue-t-elle dans la souffrance et dans la liberté? Sa méthode, observer de l'intérieur, directement. La motivation, en finir avec la souffrance. Et voilà l'image qui résume tout. La science, c'est quelqu'un qui observe un serpent à distance. Il étudie ses motifs, décrit ses mouvements, fasciné. Le Bouddha, c'est quelqu'un qui a le serpent enroulé autour du cou. Cette personne-là ne veut pas une théorie parfaite, elle veut l'enlever. La science t'offre une carte. Le Bouddha t'offre un véhicule. Une carte décrit le territoire. Un véhicule te fait traverser. Et pour ta peur de disparaître, une carte ne suffira jamais. Il te faut un moyen de traverser. Ce moyen, le voici. C'est concret. Et ça commence par un espace minuscule que tu n'as probablement jamais remarqué. Le Bouddha ne disait pas « crois-moi », il disait « viens et vois ». Alors regarde ce mécanisme. Il se déroule des centaines de fois par jour, dans ta tête, à ton insu. Un son arrive. Pendant un instant infiniment court, il y a juste l'audition pure. Connaître, sans nom, sans histoire. Puis, l'esprit ajoute son commentaire automatique. Son agréable ou son agaçant. Ça se fait tout seul, ce n'est pas une décision. Et c'est ici qu'est tout l'enjeu. Entre cette évaluation automatique et ta réaction, il existe un espace. Après son agaçant et avant je déteste ça, il y a une minuscule ouverture, un blanc. La plupart des gens ne le voient jamais. Ils passent directement de l'évaluation à la réaction, toute leur vie, sans interruption. Mais si tu vois cet espace au moment où il apparaît, tu peux choisir de ne pas nourrir ce qui vient ensuite. Pas en repoussant, pas en luttant, juste en voyant clairement, ça, c'est une évaluation automatique. Et ça, c'est le désir qui commence à monter. Quand la vision est claire, le processus perd sa force, comme un petit feu auquel tu n'ajoutes plus de bois. La réaction s'éteint d'elle-même. Et ça s'entraîne. Au début, tu rates toute la chaîne et tu remarques bien trop tard. Avec le temps, tu attrapes juste après, puis pendant. Et parfois, tu ne nourris plus rien du tout. L'espace s'élargit. Le choix apparaît. C'est le début de la vraie liberté. Le Bouddha donnait une dernière image pour ça. Les deux flèches. La douleur, c'est la première flèche. Elle est inévitable. Elle fait partie de la vie.
Mais je déteste cette douleur, ça ne devrait pas m'arriver. Ça, c'est la deuxième flèche. Et celle-là, c'est toi qui te la plantes. Tu n'as pas besoin de rendre la douleur agréable. Tu as juste à arrêter d'ajouter la lutte par-dessus. Et le même mécanisme tourne dans l'autre sens, avec ce qui te plaît. Tu vois quelque chose de beau. La vision se produit. Puis l'évaluation automatique, agréable. Et juste après, le désir s'avance. Je veux ça. Au début, tu ne le repères qu'une fois que le désir a déjà pris le contrôle. Tu es déjà parti dans le scénario. Avec l'entraînement, tu le remarques pendant qu'il monte. Et plus profondément encore, le désir peut apparaître sans s'accrocher. Il traverse et il s'en va. C'est ça l'enjeu réel. Pas supprimer les sensations, voir le mécanisme assez clairement pour ne plus être tiré par lui à chaque instant. Maintenant, reviens à ta peur de disparaître et regarde-la avec ce que tu sais désormais. Souviens-toi de l'homme allongé à 3 heures du matin. Sa peur n'a jamais été la disparition elle-même. Elle a toujours été sa lutte pour retenir un moi qui coule entre ses doigts. Le jour où il cesse de serrer le poing, la nuit redevient simplement la nuit. Cette peur, c'est la deuxième flèche. L'impermanence, elle, est la première. Inéluctable, neutre, naturelle. Tu disparais et tu réapparais à chaque instant. Et ce n'est pas un drame. C'est le fonctionnement normal de l'esprit. Le drame, c'est la résistance. C'est l'effort permanent pour figer ce qui coule. Pour rester celui qui est conscient. Pour défendre un moi, mien, je suis, à chaque seconde. Et la pratique la plus profonde tient en une phrase. Quand la conscience apparaît, n'ajoute pas l'agrippement. Comment ? Pas par la force, par la vision claire. Cette conscience n'est pas moi, n'est pas mienne. Quand c'est vu directement, et pas juste compris comme une idée, l'agrippement ne prend plus. La sensation de porter un fardeau lourd commence à tomber. Tu sauras que ça marche à un signe simple. Tes réactions deviennent moins solides. Il y a plus d'espace dans chaque instant. Les émotions apparaissent encore, mais elles passent plus vite. Un soulagement tranquille. Comme quand tu poses un sac à dos que tu ne savais même pas si lourd. Ce n'est pas de l'indifférence. La conscience continue de fonctionner. Tu vois, tu entends, tu penses, mais sans la pression constante de protéger et de gonfler le moi. Alors la question n'est plus « vais-je disparaître ?» parce que tu disparais déjà, en permanence, et ça n'a jamais été un problème. La vraie question c'est « est-ce que tu vas continuer à porter le fardeau de défendre un moi qui n'existe pas, ou est-ce que tu vas le poser ?» Pour la plupart des gens, la conscience agit en silence comme un maître, et ils servent leurs habitudes sans le voir. À mesure que la clarté grandit, elle n'est plus ni maître ni outil, juste quelque chose de compris, quelque chose qui va et qui vient. Et dans ce simple fait de poser le fardeau, il y a la paix. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que ce mécanisme te parle. Alors voici la décision logique. Ce que tu viens de voir n'est pas un concept à retenir, c'est une chose à observer dans ta propre expérience jour après jour. Et c'est exactement ce qu'on construit vidéo après vidéo sur cette chaîne, une méthode pour voir clair, pas une collection d'idées. La prochaine étape de ce travail t'attend dans la vidéo suivante, où on va décortiquer l'illusion du moi d'un autre angle, encore plus direct. Pour ne pas la manquer, le plus simple est d'activer la cloche en t'abonnant ici. Et avant de partir, observe une seule chose, là, maintenant. Cherche celui qui regarde. Dis-moi en commentaire ce que tu trouves. Est-ce que ta conscience est ton outil ou ton maître ?